Le comte de Monte Cristo, deuxième livre. Chapitre 46. Le major Cavalcanti. Ni le comte, ni Baptistin n'avaient menti en annonçant à Morcerf cette visite du major Lucquois, qui servait à Monte Cristo de prétexte pour refuser le dîner qui lui était offert. 7 heures venait de sonner, et M. Bertuccio, selon l'ordre qu'il en avait reçu, était parti depuis 2 heures pour Auteuil, lorsqu'un fiacre s'arrêta à la porte de l'hôtel et sembla s'enfuir tout honteux aussitôt qu'il eut déposé près de la grille un homme de 52 ans environ, vêtu d'une de ces redingotes vertes à brandebourgs noirs dont l'espèce est impérissable à ce qu'il paraît en Europe, un large pantalon de drap bleu, une botte, encore assez propre, quoique d'un vernis incertain et un peu trop épaisse de semelle, des gants de daim, un chapeau se rapprochant pour la forme d'un chapeau de gendarme, un col noir, brodé d'un liseré blanc, qui, si son propriétaire ne l'eût porté de sa pleine et entière volonté, eût pu passer pour un carcan. Tel était le costume pittoresque sous lequel se présenta le personnage qui sonna à la grille en demandant si ce n'était point au numéro 30 de l'avenue des Champs-Élysées que demeurait monsieur le comte de Monte Cristo, et qui, sur la réponse affirmative du concierge, entra, ferma la porte derrière lui et se dirigea vers le perron. La tête petite et anguleuse de cet homme, ses cheveux blanchissants, sa moustache épaisse et grise, le firent reconnaître par Baptistin, qui avait l'exact signalement du visiteur et qui l'attendait au bas du vestibule. Aussi, à peine eut-il prononcé son nom devant le serviteur intelligent que Monte Cristo était prévenu de son arrivée. On introduisit l'étranger dans le salon le plus simple. Le comte l'y attendait et alla au-devant de lui d'un air riant. « Ah, cher monsieur, dit-il, soyez le bienvenu, je vous attendais. »« Vraiment, dit le Lucquois. Votre Excellence m'attendait. »« Oui, j'avais été prévenu de votre arrivée pour aujourd'hui à 7 heures. Dès mon arrivée, ainsi vous étiez prévenu. »« Parfaitement. Ah, tant mieux. J'ai craigné, je l'avoue, que l'on eût oublié cette petite précaution. »« Laquelle ? De vous prévenir ? » ?»« Oh, non pas. Mais vous êtes sûr de ne pas vous tromper ? » ?»« J'en suis sûr. C'est bien moi que votre Excellence attendait aujourd'hui à 7 heures. C'est bien vous. D'ailleurs, vérifions. »« Oh, si vous m'attendiez, dit le Lucquois. »« Ce n'est pas la peine. »« Si fait, dit Monte Cristo. Le Lucquois parut légèrement inquiet. « Voyons, dit Monte Cristo, n'êtes-vous pas monsieur le marquis Bartolomeo Cavalcanti ? » Bartolomeo Cavalcanti, répéta le Lucquois joyeux. C'est bien cela. Ex-major au service d'Autriche. Était-ce major que j'étais ? Demanda timidement le vieux militaire. Oui, dit Monte Cristo, c'était major. C'est le nom que l'on donne en France au grade que vous occupiez en Italie. Bon, dit le Lucquois, je ne demande pas mieux, moi. Vous comprenez ? D'ailleurs, vous ne venez pas ici de votre propre mouvement, reprit Monte Cristo. Oh, bien certainement. Vous m'êtes adressé par quelqu'un. Oui, par cet excellent abbé Busoni. C'est cela, s'écria le major joyeux. Et vous avez une lettre. La voilà. Et parbleu, vous voyez bien. Donnez donc. Et Monte Cristo prit la lettre qu'il ouvrit et qu'il lut. Le major regardait le comte avec de gros yeux étonnés, qui se portaient curieusement sur chaque partie de l'appartement, mais qui revenaient invariablement à son propriétaire. C'est bien cela, ce cher abbé, le major Cavalcanti, un digne patricien des Lucques, descendant des Cavalcanti de Florence, continua Monte Cristo tout en lisant, jouissant d'une fortune d'1 demi-million de revenus. Monte Cristo leva les yeux de dessus le papier et salua. D'1 demi-million, dit-il. Peste! Mon cher monsieur Cavalcanti, y a-t-il un demi-million ? Demanda le Lucquois. En toutes lettres. Et cela doit être, l'abbé Busoni est l'homme qui connaît le mieux toutes les grandes fortunes de l'Europe. Va pour 1 demi-million, dit le Lucquois. Mais ma parole d'honneur,
je ne croyais pas que cela montât si haut. Parce que vous avez un intendant qui vous vole. Que voulez-vous, mon cher Cavalcanti, il faut bien passer par là. Vous venez de m'éclairer, dit gravement le Lucquois. Je mettrai les drôles à la porte. Monte Cristo continua. Et auquel il ne manquait qu'une chose pour être heureux. Ah, mon Dieu, oui. Une seule, dit le Lucquois avec un soupir. De retrouver un fils adoré, un fils adoré, enlevé dans sa jeunesse, soit par un ennemi de notre famille, soit par des bohémiens. À l'âge des 5 ans, monsieur, dit le Lucquois avec un profond soupir et en levant les yeux au ciel. Pauvre père, dit Monte Cristo. Le comte continua. Je lui rends l'espoir, je lui rends la vie, monsieur le comte, en lui annonçant que ses fils, que depuis 15 ans il cherche vainement, vous pouvez les lui faire retrouver. Le Lucquois regarda Monte Cristo avec une indéfinissable expression d'inquiétude. Je le puis, répondit Monte Cristo. Le major se redressa. Ah ah, dit-il, la lettre était donc vraie jusqu'au bout. En aviez-vous douté, cher monsieur Bartolomeo? Non pas, jamais. Comment donc? Un homme grave, un homme revêtu d'un caractère religieux comme l'abbé Busoni, ne se serait pas permis d'une plaisanterie pareille. Mais vous n'avez pas tout lu, Excellence. Ah, c'est vrai, dit Monte Cristo, il y a un post-scriptum. Oui, répéta le Lucquois. Oui, il y a un post-scriptum. Pour ne point causer au major Cavalcanti l'embarras de déplacer des fonds de chez son banquier, je lui envoie une traite de 2000 francs pour ses frais de voyage, et le crédit sur vous de la somme de 48 000 francs que vous restez me redevoir. Le major suivit des yeux ce post-scriptum avec une visible anxiété. Bon, se contenta de dire le comte. Il y a des bons, murmura le Lucquois. Ainsi, monsieur, reprit-il. Ainsi, demanda Monte Cristo. Ainsi, les post-scriptum, eh bien, le post-scriptum, est accueilli par vous aussi favorablement que les restes de la lettre? Certainement. Nous sommes en compte, l'abbé Busoni et moi. Je ne sais pas si c'est 48 000 livres précisément que je reste lui devoir, mais nous n'en sommes pas entre nous à quelques billets de banque. Ah ça, vous attachiez donc une si grande importance à ce post-scriptum, cher monsieur Cavalcanti. Je vous avouerai, reprit le Lucquois, qu'est plein de confiance dans la signature de l'abbé Busoni, je ne m'étais pas muni d'autres fonds. De sorte que si cette ressource m'eût manqué, je me serais trouvé fort embarrassé à Paris. Est-ce qu'un homme comme vous est embarrassé quelque part? Dit Monte Cristo. Allons donc. Dame, n'y connaissant personne, fit le Lucquois. Mais on vous connaît, vous. Oui, l'on me connaît, de sorte que... Achevez, cher monsieur Cavalcanti. De sorte que vous me remettrez ces 48 000 livres à votre première réquisition. Le major roulait de gros yeux ébahis. Mais asseyez-vous donc, dit Monte Cristo. En vérité, je ne sais ce que je fais. Je vous tiens debout depuis un quart d'heure. N'y faites pas attention. Le major tira un fauteuil et s'assit. Maintenant, dit le comte, voulez-vous prendre quelque chose, un verre de Xérès, de Porto, d'Alicante? D'Alicante, puisque vous voulez bien, c'est mon vin de prédilection. J'en ai d'excellent. Avec un biscuit, n'est-ce pas? Avec un biscuit, puisque vous m'y forcez. Monte Cristo sonna. Baptistin parut. Le comte s'avança vers lui. Eh bien, demanda-t-il tout bas. Le jeune homme est là, répondit le valet de chambre sur le même ton. Bien, où l'avez-vous fait entrer? Dans le salon bleu, comme l'avait ordonné son Excellence. À merveille. Apportez du vin d'Alicante et des biscuits. Baptistin sortit. En vérité, dit le Lucquois, je vous donne une peine qui me remplit de confusion. Allons donc, dit Monte Cristo. Baptistin rentra avec les verres, le vin et les biscuits. Le comte emplit un verre et versa dans le second quelques gouttes seulement du rubis liquide que contenait la bouteille, toute couverte de toiles d'araignée et de tous les autres signes qui indiquent la vieillesse du vin bien plus sûrement que ne le font les rides pour l'homme. Le major ne se trompa point en partage. Il prit le verre plein et un biscuit. Le comte ordonna à Baptistin de poser le plateau à la portée de la main de son hôte, qui commença par goûter l'Alicante du bout de ses lèvres.
fit une grimace de satisfaction et introduisit délicatement le biscuit dans le verre. « Ainsi, monsieur, dit Monte Cristo, vous habitiez Lucques, vous étiez riche, vous êtes noble, vous jouissiez de la considération générale, vous aviez tout ce qui peut rendre un homme heureux. Tout, Excellence, dit le major en engloutissant son biscuit. Tout, absolument. Et il ne manquait qu'une chose à votre bonheur. Qu'une seule, dit le Lucquois. C'était de retrouver votre enfant. Ah, fit le major en prenant un second biscuit. Mais aussi cela me manquait bien. Le digne Lucquois leva les yeux et tenta un effort pour soupirer. Maintenant voyons, cher monsieur Cavalcanti, dit Monte Cristo, qu'était-ce que ce fiston regrettait? Car on m'avait dit à moi que vous étiez resté célibataire. On les croyait, monsieur, dit le major. Et moi-même, oui, reprit Monte Cristo, et vous-même aviez accrédité ce bruit. Un péché de jeunesse, que vous vouliez cacher à tous les yeux. Le Lucquois se redressa, prit son air le plus calme et le plus digne, en même temps qu'il baissait modestement les yeux, soit pour assurer sa contenance, soit pour aider à son imagination, tout en regardant en dessous le comte, dont le sourire stéréotypé sur les lèvres annonçait toujours la même bienveillante curiosité. « Oui, messieurs, dit-il, j'ai voulu cacher cette faute à tous les yeux. »« Pas pour vous, dit Monte Cristo, car un homme est au-dessus de ces choses-là. »« Oh non, pas pour moi, certainement, dit le major avec un sourire et en hochant la tête. « Mais pour sa mère, dit le comte. « Pour sa mère, s'écria le Lucquois en prenant un troisième biscuit. « Pour sa pauvre mère. Buvez donc, cher monsieur Cavalcanti, dit Monte Cristo en versant au Lucquois un second verre d'Alicante. L'émotion vous étouffe. Pour sa pauvre mère, murmura le Lucquois en essayant si la puissance de la volonté ne pourrait pas, en agissant sur la glande lacrymale, mouiller le coin de son œil d'une fausse larme. Qui appartient à l'une des premières familles de l'Italie, je crois. Patricienne des Fiesole, monsieur le comte. Patricienne des Fiesole. Et ce nommant? Vous désirez savoir son nom? Oh mon Dieu, dit Monte Cristo, c'est inutile que vous me le disiez, je le connais. Monsieur le comte, c'est tout, dit le Lucquois en s'inclinant. Olivia Corsinari, n'est-ce pas? Olivia Corsinari. Marquise? Marquise. Et vous avez fini par l'épouser cependant, malgré les oppositions de la famille. Mon Dieu, oui, j'ai fini par là. Et, reprit Monte Cristo, vous avez apporté vos papiers bien en règle. Et quels papiers? Demanda le Lucquois. Mais votre acte de mariage avec Olivia Corsinari. Et l'acte de naissance de l'enfant. L'acte des naissances de l'enfant? L'acte de naissance d'Andrea Cavalcanti, de votre fils. Ne s'appelle-t-il pas Andrea? Je crois que oui, dit le Lucquois. Comment, vous croyez? Dame, je n'ose pas affirmer, il y a si longtemps qu'il est perdu. C'est juste, dit Monte Cristo. Enfin, vous avez tous ces papiers. Monsieur le comte, c'est avec regret que je vous annonce que n'étant pas prévenu de me munir de ces pièces, j'ai négligé de les prendre avec moi. Ah, diable, fit Monte Cristo. Était-elle donc tout à fait nécessaire? Indispensable. Le Lucquois se gratta le front. « Ah, per Bacco, dit-il, indispensable. » Sans doute. Si l'on allait élever ici quelques doutes sur la validité de votre mariage, sur la légitimité de votre enfant, c'est juste, dit le Lucquois. On pourrait élever des doutes. Ce serait fâcheux pour ce jeune homme. Ce serait fatal. Cela pourrait lui manquer quelque magnifique mariage. Oh, peccato. En France, vous comprenez, on est sévère. Il ne suffit pas comme en Italie d'aller trouver un prêtre et de lui dire « Nous nous aimons, unissez-nous ». Il y a mariage civil en France, et pour se marier civilement, il faut des pièces qui constatent l'identité. Voilà le malheur, ces pièces, je ne les ai pas. Heureusement que je les ai, moi, dit Monte Cristo. Vous? Oui. Vous les avez? Je les ai. Ah, par exemple, dit le Lucquois qui, voyant le but de son voyage manqué par l'absence de ses papiers, craignait que cet oubli n'amenât quelques difficultés au sujet des 48 000 livres. « Ah, par exemple, voilà un bonheur. »« Oui, reprit-il, voilà un bonheur, car je n'eusse pas songé, moi. Par Dieu, je crois bien, on ne songe pas à tout. Mais heureusement, l'abbé Busoni y a songé pour vous.
Voyez-vous, c'est cher abbé, c'est un homme de précaution. C'est un homme admirable, dit le Lucquois, et il vous les a envoyés. Les voici. Le Lucquois joignit les mains en signe d'admiration. Vous avez épousé Olivia Corsinari dans l'église de Sainte-Paul de Montecatini. Voilà le certificat du prêtre. Oui, ma foi, les voilà, dit le major en regardant avec étonnement. Et voici l'acte de baptême d'Andrea. Ce serait fort long de s'en procurer d'autres. En effet, ce serait difficile, dit Monte Cristo. Presque impossible, répondit le Lucquois. Je suis bien aise que vous compreniez la valeur de ces papiers. C'est-à-dire que je les regarde comme impayables. Maintenant, dit Monte Cristo, quant à la mère du jeune homme, répéta le major avec inquiétude. Quant à la marquise Corsinari. Mon Dieu, dit le Lucquois sous les pas duquel les difficultés semblaient naître. Est-ce qu'on aurait besoin d'elle? Non, monsieur, répondit Monte Cristo. D'ailleurs, n'a-t-elle point. Si fait, dit le major. Elle a payé son tribut à la nature. Hélas, oui, dit vivement le Lucquois. J'ai su cela, reprit Monte Cristo. Elle est morte il y a 10 ans. Et j'ai pleure encore sa mort, monsieur, dit le major en tirant de sa poche un mouchoir à carreaux et en s'essuyant alternativement d'abord l'œil gauche et ensuite l'œil droit. Que voulez-vous, dit Monte Cristo. Nous sommes tous mortels. Maintenant vous comprenez, cher monsieur Cavalcanti, vous comprenez qu'il est inutile qu'on sache en France que vous êtes séparé de votre fils depuis 15 ans. Toutes ces histoires de bohémiens qui enlèvent les enfants n'ont pas de vogue chez nous. Vous l'avez envoyé faire son éducation dans un collège de province, et vous voulez qu'il achève cette éducation dans le monde parisien. Voilà pourquoi vous avez quitté Viareggio, que vous habitiez depuis la mort de votre femme. Cela suffira. Vous croyez? Certainement. Très bien alors. Si l'on apprenait quelque chose de cette séparation... Ah oui, que dirais-je? Qu'un précepteur, un fidèle, vendu aux ennemis de votre famille, aux Corsinari, certainement, avait enlevé cet enfant pour que votre nom s'éteignît. C'est juste, puisqu'il est fils unique. Eh bien, maintenant que tout est arrêté, que vos souvenirs remis à neuf ne vous trahiront pas, vous avez deviné sans doute que je vous ai ménagé une surprise. Agréable? Demanda le Lucquois. Ah, dit Monte Cristo, je vois bien qu'on ne trompe pas plus l'œil que le cœur d'un père. Fit le major. On vous a fait quelques révélations indiscrètes. Ou plutôt vous avez deviné qui était là. Qui? Là. Votre enfant. Votre fils. Votre Andrea. Je l'ai deviné, répondit le Lucquois avec le plus grand flegme du monde. Ainsi il est ici. Ici même, dit Monte Cristo. En entrant tout à l'heure, le valet de chambre m'a prévenu de son arrivée. Ah, fort bien, dit le major en resserrant à chaque exclamation les brandebourgs de sa polonaise. Mon cher monsieur, dit Monte Cristo, je comprends toute votre émotion. Il faut vous donner le temps de vous remettre. Je veux aussi préparer le jeune homme à cette entrevue tant désirée, car je présume qu'il n'est pas moins impatient que vous. Je les crois, dit Cavalcanti. Eh bien, dans un petit quart d'heure, nous sommes à vous. Vous me l'amenez donc? Vous poussez donc la bonté jusqu'à me les présenter vous-même? Non, je ne veux point me placer entre un père et son fils, vous serez seul, monsieur le major. Mais soyez tranquille, au cas même où la voix du sang resterait muette, il n'y aurait pas à vous tromper. Il entrera par cette porte. C'est un beau jeune homme blond, un peu trop blond peut-être, de manière toute prévenante. Vous verrez. À propos, dit le major, vous savez que je n'ai emporté avec moi que les 2000 francs que ces bon aimé Busoni m'avait fait passer. Là-dessus, j'ai fait le voyage et vous avez besoin d'argent. C'est trop juste, cher monsieur Cavalcanti. Tenez, voici pour faire un compte 8 billets de 1000 francs. Les yeux du major brillèrent comme des escarboucles.
C'est 40 000 francs que je vous dois, dit Monte Cristo. Votre Excellence veut-elle un reçu? Dit le major en glissant les billets dans la poche intérieure de sa polonaise. À quoi bon? Dit le comte. Mais pour vous décharger vis-à-vis de l'abbé Busoni. Eh bien, vous me donnerez un reçu général en touchant les 40 derniers 1000 francs. Entre honnêtes gens, de pareilles précautions sont inutiles. Oh, oui, c'est vrai, dit le major. Entre honnêtes gens. Maintenant un dernier mot, marquis. Dites. Vous permettez une petite recommandation, n'est-ce pas? Comment donc, j'ai la demande? Il n'y aurait pas de mal que vous quittassiez cette polonaise. Vraiment? Dit le major en regardant le vêtement avec une certaine complaisance. Oui, cela se porte encore à Viareggio, mais à Paris il y a longtemps que ce costume, quelque élégant qu'il soit, a passé de mode. Et c'est fâcheux, dit le Lucquois. Oh, si vous y tenez, vous le reprendrez en vous en allant. Mais qu'émettrai-je? Ce que vous trouverez dans vos malles. Comment dans mes malles? Je n'ai qu'un porte-manteau. Avec vous sans doute. À quoi bon s'embarrasser? D'ailleurs, un vieux soldat aime à marcher en leste équipage. Voilà justement pourquoi... Mais vous êtes homme de précaution. Et vous avez envoyé vos malles en avant. Elles sont arrivées hier à l'hôtel des Princes, rue Richelieu. C'est là que vous avez retenu votre logement. Alors, dans ces malles, je présume que vous avez eu la précaution de faire enfermer par votre valet de chambre tout ce qu'il faut. Habits de ville, habits d'uniforme. Dans les grandes circonstances, vous mettrez l'habit d'uniforme, cela fait bien. N'oubliez pas votre croix. On s'en moque encore en France, mais on en porte toujours. Très bien, très bien, très bien, dit le major qui marchait d'éblouissement en éblouissement. Et maintenant, dit Monte Cristo, que votre cœur est affermi contre les émotions trop vives, préparez-vous, cher monsieur Cavalcanti, à revoir votre fils Andrea. En faisant un charmant salut au Lucquois ravi et en extase, Monte Cristo disparut derrière la tapisserie. Chapitre 57. Andrea Cavalcanti. Le comte de Monte Cristo entra dans le salon voisin, que Baptistin avait désigné sous le nom de salon bleu, et où venait de le précéder un jeune homme de tournure dégagée, assez élégamment vêtu, et qu'un cabriolet de place avait une demi-heure auparavant jeté à la porte de l'hôtel. Baptistin n'avait pas eu de peine à le reconnaître. C'était bien ce grand jeune homme aux cheveux blonds, à la barbe rousse, aux yeux noirs, dont le teint vermeil et la peau éblouissante de blancheur lui avaient été signalés par son maître. Quand le comte entra dans le salon, le jeune homme était négligemment étendu sur un sofa, fouettant avec distraction sa botte d'un petit jonc à pomme d'or. En apercevant Monte Cristo, il se leva vivement. « Monsieur est le comte de Monte Cristo ?» dit-il. « Oui, monsieur, » répondit celui-ci. « J'ai l'honneur de parler, je crois, à monsieur le vicomte Andrea Cavalcanti. » Le vicomte Andrea Cavalcanti, répéta le jeune homme en accompagnant ces mots d'un salut plein de désinvolture. Vous devez avoir une lettre qui vous accrédite près de moi, dit Monte Cristo. Je ne vous en parlais pas à cause de la signature, qui m'a paru étrange. Simbad le marin, n'est-ce pas? Justement. Or, comme je n'ai jamais connu d'autre Simbad le marin que celui des Mille et une nuits, eh bien, c'est un de ses descendants, un de mes amis fort riche, un Anglais plus qu'original, presque fou, dont le véritable nom est Lord Wilmore. « Ah! Voilà qui m'explique tout, » dit Andrea. « Alors cela va à merveille. C'est ce même Anglais que j'ai connu à... Oui, très bien. Monsieur le comte, je suis votre serviteur. » « Si ce que vous me faites l'honneur de me dire est vrai, » répliqua en souriant le comte, « j'espère que vous serez assez bon pour me donner quelques détails sur vous et votre famille. »« Volontiers, monsieur le comte, » répondit le jeune homme avec une volubilité qui prouvait la solidité de sa mémoire. « Je suis, comme vous l'avez dit, le vicomte Andrea Cavalcanti, fils du major Bartolomeo Cavalcanti, descendant des Cavalcanti inscrits au livre d'or de Florence.
Notre famille, quoique très riche encore puisque mon père possède un demi-million de rente, a éprouvé bien des malheurs, et moi-même, monsieur. J'ai été à l'âge de 5 ou 6 ans enlevé par un gouverneur infidèle. De sorte que depuis 15 ans, je n'ai point revu l'auteur de mes jours. Depuis que j'ai l'âge de raison, depuis que je suis libre et maître de moi, je le cherche, mais inutilement. Enfin, cette lettre de votre ami Simbad m'annonce qu'il est à Paris et m'autorise à m'adresser à vous pour en obtenir des nouvelles. En vérité, monsieur, tout ce que vous me racontez là est fort intéressant, dit le comte, regardant avec une sombre satisfaction cette mine dégagée, empreinte d'une beauté pareille à celle du mauvais ange. Et vous avez fort bien fait de vous conformer en toute chose à l'invitation de mon ami Simbad, car votre père est en effet ici et vous cherche. Le comte, depuis son entrée au salon, n'avait pas perdu de vue le jeune homme. Il avait admiré l'assurance de son regard et la sûreté de sa voix. Mais à ces mots si naturels, « Votre père est en effet ici et vous cherche », le jeune Andrea fit un bond et s'écria « Mon père ici !»« Sans doute, » répondit Monte Cristo. « Votre père, le major Bartolomeo Cavalcanti. » L'impression de terreur répandue sur les traits du jeune homme s'effaça presque aussitôt. « Ah, oui, c'est vrai, dit-il, le major Bartolomeo Cavalcanti. Et vous dites, monsieur le comte, qu'il est ici, ce cher père. » « Oui, monsieur. J'ajouterai même que je le quitte à l'instant, que l'histoire qu'il m'a contée de ce fils chéri, perdu autrefois, m'a fort touché. En effet, ses douleurs, ses craintes, ses espérances, à ce sujet composeraient un poème attendrissant. Enfin, il reçut un jour des nouvelles qui lui annonçaient que les ravisseurs de son fils offraient de le rendre, ou d'indiquer où il était, moyennant une somme assez forte. Mais rien ne retint ce bon père. Cette somme fut envoyée à la frontière du Piémont, avec un passeport tout visé pour l'Italie. Vous étiez dans le midi de la France, je crois ? Oui, monsieur, répondit Andrea d'un air assez embarrassé. Oui, j'étais dans le midi de la France. Une voiture devait vous attendre à Nice. C'est bien cela, monsieur. Elle m'a conduit de Nice à Gênes, de Gênes à Turin, de Turin à Chambéry, de Chambéry à Pont-de-Beauvoisin, et de Pont-de-Beauvoisin à Paris. À merveille. Il espérait toujours vous rencontrer en chemin, car c'était la route qu'il suivait lui-même. Voilà pourquoi votre itinéraire avait été tracé ainsi. Mais, dit Andrea, s'il m'eût rencontré ce cher père, je doute qu'il m'eût reconnu. Je suis quelque peu changé depuis que je l'ai perdu de vue. Oh, la voix du sang, dit Monte Cristo. Ah, oui, c'est vrai, reprit le jeune homme. Je n'y songeais pas à la voix du sang. Maintenant, reprit Monte Cristo, une seule chose inquiète le marquis Cavalcanti, c'est ce que vous avez fait pendant que vous avez été éloigné de lui. C'est de quelle façon vous avez été traité par vos persécuteurs. C'est si l'on a conservé pour votre naissance tous les égards qui lui étaient dus. C'est enfin s'il ne vous est pas resté de cette souffrance morale à laquelle vous avez été exposé. Souffrance pire 100 fois que la souffrance physique, quelque affaiblissement des facultés dont la nature vous a si largement doué. Et si vous croyez vous-même pouvoir reprendre et soutenir dignement dans le monde le rang qui vous appartient. Monsieur, balbutia le jeune homme étourdi, j'espère qu'aucun faux rapport. Moi, j'ai entendu parler de vous pour la première fois par mon ami Wilmore, le philanthrope. J'ai su qu'il vous avait trouvé dans une position fâcheuse. J'ignore laquelle. Il ne lui a fait aucune question. Je ne suis pas curieux. Vos malheurs l'ont intéressé, donc vous étiez intéressant. Il m'a dit qu'il voulait vous rendre dans le monde la position que vous aviez perdue, qu'il chercherait votre père, qu'il le trouverait. Il l'a cherché, il l'a trouvé, à ce qu'il paraît, puisqu'il est là. Enfin, il m'a prévenu hier de votre arrivée, en me donnant encore quelques autres instructions relatives à votre fortune. Voilà tout. Je sais que c'est un original, mon ami Wilmore, mais en même temps, comme c'est un homme sûr, riche comme une mine d'or, et qui par conséquent peut se passer ses originalités sans qu'elles le ruinent, j'ai promis de suivre ses instructions. Maintenant, monsieur, ne vous blessez pas de ma question.
comme je serai obligé de vous patronner quelque peu, je désirerais savoir si les malheurs qui vous sont arrivés, malheurs indépendants de votre volonté et qui ne diminuent en aucune façon la considération que je vous porte, ne vous ont pas rendu quelque peu étranger à ce monde dans lequel votre fortune et votre nom vous appelaient à faire aussi bonne figure. Monsieur, répondit le jeune homme, reprenant son aplomb au fur et à mesure que le comte parlait, rassurez-vous sur ce point. Les ravisseurs qui m'ont éloigné de mon père et qui sans doute avaient pour but de me vendre plus tard à lui comme ils l'ont fait, ont calculé que pour tirer un bon parti de moi, il fallait me laisser toute ma valeur personnelle, et même l'augmenter encore s'il était possible. J'ai donc reçu une assez bonne éducation, et j'ai été traité par les larrons d'enfants à peu près comme l'étaient dans l'Asie mineure les esclaves dont leurs maîtres faisaient des grammairiens, des médecins et des philosophes, pour les vendre plus cher au marché de Rome. Monte Cristo sourit avec satisfaction. Il n'avait pas tant espéré, à ce qu'il paraît, de Monsieur Andrea Cavalcanti. D'ailleurs, reprit le jeune homme, s'il y avait en moi quelques défauts d'éducation, ou plutôt d'habitude du monde, on aurait, je suppose, l'indulgence de les excuser, en considération des malheurs qui ont accompagné ma naissance et poursuivi ma jeunesse. Eh bien, dit négligemment Monte Cristo, vous en ferez ce que vous voudrez, vicomte, car vous êtes le maître, et cela vous regarde. Mais ma parole, au contraire, je ne dirai pas un mot de toutes ces aventures. C'est un roman que votre histoire. Et le monde, qui adore les romans serrés entre deux couvertures de papier jaune, se défie étrangement de ceux qu'il voit reliés en velin vivant, fussent-ils dorés, comme vous pouvez l'être. Voilà la difficulté que je me permettrai de vous signaler, monsieur le vicomte. À peine aurez-vous raconté à quelqu'un votre touchante histoire, qu'elle courra dans le monde complètement dénaturé. Vous serez obligé de vous poser en Antony, et le temps des Antonies est un peu passé. Peut-être aurez-vous un succès de curiosité, mais tout le monde n'aime pas à se faire centre d'observation et cible à commentaires. Cela vous fatiguera peut-être. Je crois que vous avez raison, monsieur le comte, dit le jeune homme en pâlissant malgré lui sous l'inflexible regard de Monte Cristo. C'est là un grave inconvénient. Oh, il ne faut pas non plus se l'exagérer, dit Monte Cristo, car pour éviter une faute, on tomberait alors dans une folie. Non, c'est un simple plan de conduite à arrêter. Et pour un homme intelligent comme vous, ce plan est d'autant plus facile à adopter qu'il est conforme à vos intérêts. Il faudra combattre, par des témoignages et par d'honorables amitiés, tout ce que votre passé peut avoir d'obscur. Andrea perdit visiblement contenance. « Je m'offrirai bien à vous comme répondant et caution, » dit Monte Cristo. « Mais c'est chez moi une habitude morale de douter de mes meilleurs amis, et un besoin de chercher à faire douter les autres. Aussi jouerai-je là un rôle hors de mon emploi, comme disent les tragédiens, et je risquerai de me faire siffler, ce qui est inutile. » « Cependant, monsieur le comte, dit Andrea avec audace, en considération de Lord Wilmore, qui m'a recommandé à vous, oui, certainement, reprit Monte Cristo, mais Lord Wilmore ne m'a pas laissé ignorer, cher monsieur Andrea, que vous aviez eu une jeunesse quelque peu orageuse. Oh, dit le comte en voyant le mouvement que faisait Andrea, je ne vous demande pas de confession. D'ailleurs, c'est pour que vous n'ayez besoin de personne que l'on a fait venir de Lucques, monsieur le marquis Cavalcanti, votre père. Vous allez le voir, il est un peu raide, un peu guindé, mais c'est une question d'uniforme. Et quand on saura que depuis 18 ans il est au service de l'Autriche, tout s'excusera. Nous ne sommes pas en général exigeants pour les Autrichiens. En somme, c'est un père fort suffisant, je vous assure. Ah, vous me rassurez, monsieur. Je l'avais quitté depuis si longtemps que je n'avais de lui aucun souvenir. Et puis, vous savez, une grande fortune fait passer sur bien des choses. Mon père est donc réellement riche, monsieur. Millionnaire. 500 000 livres de rente. Alors, demanda le jeune homme avec anxiété, je vais me trouver dans une position agréable ? Des plus agréables, mon cher monsieur. Il vous fait 50 000 livres de rente par an pendant tout le temps que vous resterez à Paris. Mais j'y resterai toujours en ce cas. Qui peut répondre des circonstances, mon cher monsieur ? L'homme propose et Dieu dispose.
Andrea poussa un soupir. « Mais enfin, dit-il, tout le temps que je resterai à Paris et qu'aucune circonstance ne me forcera pas de m'éloigner. Cet argent dont vous me parliez tout à l'heure, m'est-il assuré ?»« Oh, parfaitement. »« Par mon père ?» demanda Andrea avec inquiétude. « Oui, mais garanti par Lord Wilmore, qui vous a, sur la demande de votre père, ouvert un crédit de 5 000 francs par mois chez M. Danglars, un des plus sûrs banquiers de Paris. »« Et mon père compte rester longtemps à Paris ?» demanda Andrea avec inquiétude. « Quelques jours seulement, » répondit Monte Cristo. « Son service ne lui permet pas de s'absenter plus de 2 ou 3 semaines. »« Oh, ce cher père !» dit Andrea, visiblement enchanté de ce prompt départ. « Aussi, » dit Monte Cristo, faisant semblant de se tromper à l'accent de ses paroles. « Aussi, je ne veux pas retarder d'un instant l'heure de votre réunion. Êtes-vous préparé à embrasser ce digne monsieur Cavalcanti? Vous n'en doutez pas, je l'espère. Eh bien, entrez donc dans le salon, mon cher ami, et vous trouverez votre père qui vous attend. » Andrea fit un profond salut au comte et entra dans le salon. Le comte le suivit des yeux, et l'ayant vu disparaître, poussa un ressort correspondant à un tableau, lequel, en s'écartant du cadre, laissé par un interstice habilement ménagé, pénétrait la vue dans le salon. Andrea referma la porte derrière lui et s'avança vers le major, qui se leva dès qu'il entendit le bruit des pas qui s'approchaient. « Ah, monsieur et cher père !» dit Andrea à haute voix et de manière à ce que le comte l'entendît à travers la porte fermée. « Est-ce bien vous ? Bonjour, mon cher fils, dit gravement le major. Après tant d'années de séparation, dit Andrea en continuant de regarder du côté de la porte. Quel bonheur de nous revoir! En effet, la séparation a été longue. Ne nous embrassons-nous pas, monsieur? Reprit Andrea. Comme vous voudrez, mon fils, dit le major. Et les deux hommes s'embrassèrent comme on s'embrasse au théâtre français, c'est-à-dire en se passant la tête par-dessus l'épaule. Ainsi donc, nous voici réunis, dit Andrea. Nous voici réunis, reprit le major, pour ne plus nous séparer. Si fait, je crois, mon cher fils, que vous regardez maintenant la France comme une seconde patrie. Le fait est, dit le jeune homme, que je serais désespéré de quitter Paris. Et moi, vous comprenez que je ne saurais vivre hors des Lucques. Je retournerai donc en Italie aussitôt que je pourrai. Mais avant de partir, très cher père, vous me remettrez sans doute les papiers à l'aide desquels il me sera facile de constater le sang dont je sors. Sans aucun doute, car j'y viens exprès pour cela. Et j'ai eu trop de peine à vous rencontrer, afin de vous les remettre pour que nous recommencions encore à nous chercher. Cela prendrait la dernière partie de ma vie. Et ces papiers, les voici. Andrea saisit avidement l'acte de mariage de son père, son certificat de baptême à lui, et après avoir ouvert le tout avec une avidité bien naturelle à un bon fils, il parcourut les deux pièces avec une rapidité et une habitude qui dénotaient le coup d'œil le plus exercé en même temps que l'intérêt le plus vif. Lorsqu'il eut fini, une indéfinissable expression de joie brilla sur son front, en regardant le major avec un étrange sourire. « Ah ça !» dit-il en excellent toscan. « Il n'y a donc pas de galère en Italie. » Le major se redressa. « Et pourquoi cela ?» dit-il. « Qu'on y fabrique impunément de pareilles pièces. Pour la moitié de cela, mon très cher père, en France, on vous enverrait prendre l'air à Toulon pour 5 ans. »« Plaît-il » dit le Lucquois en essayant de conquérir un air majestueux. « Mon cher monsieur Cavalcanti, dit Andrea en pressant le bras du major, combien vous donne-t-on pour être mon père ? » Le major voulut parler. « Chut !» dit Andrea en baissant la voix. « Je vais vous donner l'exemple de la confiance. On me donne 50 000 francs par an pour être votre fils. Par conséquent, vous comprenez que ce n'est pas moi qui serais disposé à nier que vous soyez mon père. » Le major regarda avec inquiétude autour de lui. « Eh, soyez tranquille, nous sommes seuls, dit Andrea. D'ailleurs, nous parlons italien. »« Eh bien, à moi, dit le Lucquois, on me donne 50 000 francs une fois payé. »
Monsieur Cavalcanti, dit Andrea, aviez-vous foi au conte de fées? Non, pas autrefois, mais maintenant il faut bien que j'y croie. Vous avez donc eu des preuves? Le major tira de son gousset une poignée d'or, palpable, comme vous voyez. Vous pensez donc que je puis croire aux promesses qu'on m'a faites? J'y les crois. Et que ce brave homme de conte les tiendra? Des points en points. Mais vous comprenez, pour arriver à ces buts, il faut jouer notre rôle. Comment donc? Moi, des tendres pères, et moi de fils respectueux, puisqu'il désire que vous descendiez de moi. Qui, il? Ah, mais je n'en sais rien, ceux qui vous ont écrit. N'avez-vous pas reçu une lettre? Si fait. De qui? D'un certain abbé Busoni, que vous ne connaissez pas, que je n'ai jamais vu. Que vous disait cette lettre? Vous ne me trahirez pas. Je m'en garderai bien, nos intérêts sont les mêmes. Alors, lisez. Et le major passa une lettre au jeune homme. Andrea lut à voix basse. Vous êtes pauvre. Une vieillesse malheureuse vous attend. Voulez-vous devenir sinon riche, du moins indépendant? Partez pour Paris à l'instant même et allez réclamer à monsieur le comte de Monte Cristo, avenue des Champs-Élysées numéro 30, le fils que vous avez eu de la marquise Corsinari et qui vous a été enlevé à l'âge de 5 ans. Ce fils se nomme Andrea Cavalcanti. Pour que vous ne révoquiez pas en doute l'intention qu'a le sous-signé de vous être agréable, vous trouverez ci-joint 1. Un bon des 2400 livres toscanes, payable chez Gozzi, à Florence. 2. Une lettre d'introduction près de monsieur le comte de Monte Cristo, sur lequel je vous crédite d'une somme de 48 000 francs. Soyez chez le comte le 26 mai à 7 heures du soir. Signé Abbé Busoni. C'est cela. Comment c'est cela? Que vous voulez dire? Demanda le major. Je dis que j'ai reçu la pareille à peu près. Vous? Oui, moi. De l'abbé Busoni. Non. Et de qui donc? D'un Anglais, d'un certain Lord Wilmore, qui prend le nom de Simbad le marin. Et que vous ne connaissez pas plus que je ne connais l'abbé Busoni. Si fait. Moi, je suis plus avancé que vous. Vous l'avez vu? Oui, une fois. Où c'est là? Ah, justement. Voilà ce que je ne puis pas vous dire. Vous seriez aussi savant que moi, et c'est inutile. Et cette lettre vous disait... Lisez. Vous êtes pauvre, et vous n'avez qu'un avenir misérable. Voulez-vous avoir un nom, être libre, être riche? Parbleu, fit le jeune homme en se balançant sur ses talons, comme si une pareille question se faisait. Prenez la chaise de poste que vous trouverez tout attelée en sortant de Nice par la porte de Gênes, passez par Turin, Chambéry et Pont de Beauvoisin. Présentez-vous chez monsieur le comte de Monte Cristo, avenue des Champs-Élysées, le 26 mai, à 7 heures du soir, et demandez-lui votre père. Vous êtes fils du marquis Bartolomeo Cavalcanti et de la marquise Olivia Corsinari, ainsi que le constateront les papiers qui vous seront remis par le marquis, et qui vous permettront de vous présenter sous ce nom dans le monde parisien. Quant à votre rang, un revenu de 50 000 livres par an vous mettra à même de le soutenir. S'y joint un bon de 5 000 livres payable sur M. Ferrea, banquier à Nice, et une lettre d'introduction près du comte de Monte Cristo, chargé par moi de pourvoir à vos besoins. Simbad le marin. Fit le major. C'est fort beau, n'est-ce pas? Vous avez vu les comptes? Je le quitte. Et il a ratifié tout. Et comprenez-vous quelque chose? Ma foi, non. Il y a une doupe dans tout cela. En tout cas, ce n'est ni vous ni moi. Non, certainement. Eh bien alors, peu nous importe, n'est-ce pas? Justement, c'est ce que je voulais dire. Allons jusqu'au bout et jouons serré. Soit. Eh bien alors, vous verrez que je suis digne de faire votre partie. Je n'en ai pas douté un seul instant, mon cher père. Vous me faites honneur, mon cher fils. Monte Cristo choisit ce moment pour entrer dans le salon. En entendant le bruit de ses pas, les deux hommes se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Le comte les trouva embarrassés. « Eh bien, monsieur le marquis, dit Monte Cristo, il paraît que vous avez retrouvé un fils, selon votre cœur. Ah, monsieur le comte, j'y suffoque de joie. Et vous, jeune homme? Ah, monsieur le comte, j'étouffe de bonheur. Heureux père, heureux enfant, dit le comte. Une seule chose m'attriste, dit le major.
C'est la nécessité où j'y suis de quitter Paris si vite. Oh, cher monsieur Cavalcanti, dit Monte Cristo, vous ne partirez pas, je l'espère, que je ne vous ai présenté à quelques amis. Et je suis aux ordres de monsieur le comte, dit le major. Maintenant voyons, jeune homme, confessez-vous. À qui? Mais à votre père. Dites-lui quelques mots de l'état de vos finances. Ah, diable, fit Andrea, vous touchez la corde sensible. Entendez-vous, major, dit Monte Cristo. Sans doute que je l'entends. Oui, mais comprenez-vous, à merveille. Il dit qu'il a besoin d'argent, ce cher enfant. Que voulez-vous que j'y fasse? Que vous lui en donniez, parbleu. Moi? Oui, vous. Monte Cristo passa entre les deux hommes. Tenez, dit-il à Andrea en lui glissant un paquet de billets de banque dans la main. Et qu'est-ce que cela? La réponse de votre père. De mon père? Oui. Ne venez-vous pas de laisser entendre que vous aviez besoin d'argent? Oui, eh bien, il me charge de vous remettre cela. À compte sur mes revenus? Non, pour vos frais d'installation. Oh, cher père! Silence, dit Monte Cristo. Vous voyez bien qu'il ne veut pas que je dise que cela vient de lui. J'apprécie cette délicatesse, dit Andrea, en enfonçant ses billets de banque dans le gousset de son pantalon. C'est bien, dit Monte Cristo. Maintenant, allez. Et quand aurons-nous l'honneur de revoir monsieur le comte? Demanda Cavalcanti. Ah oui, demanda Andrea. Quand aurons-nous cet honneur? Samedi, si vous voulez. Oui. Tenez, samedi. J'ai à dîner à ma maison d'Auteuil, rue La Fontaine, numéro 28. Plusieurs personnes. Et entre autres, monsieur Danglars, votre banquier. Je vous présenterai à lui. Il faut bien qu'ils vous connaissent tous deux pour vous compter votre argent. Grande tenue? Demanda à demi-voix le major. Grande tenue, uniforme, croix, culotte courte. Et moi? Demanda Andrea. Oh, vous, très simplement. Pantalon noir, bottes vernies, gilet blanc, habit noir ou bleu, cravate longue. Prenez Blin ou Véronique pour vous habiller. Si vous ne connaissez pas leur adresse, Baptistin vous les donnera. Moins vous affecterez de prétention dans votre mise, étant riche comme vous l'êtes, meilleur effet cela fera. Si vous achetez des chevaux, prenez-les chez Devedeux. Si vous achetez un phaéton, allez chez Baptiste. À quelle heure pourrons-nous nous présenter? Demanda le jeune homme. Mais vers 6h30. C'est bien, on y sera, dit le major en portant la main à son chapeau. Les deux Cavalcanti saluèrent le comte et sortirent. Le comte s'approcha de la fenêtre et les vit qui traversaient la cour, bras dessus, bras dessous. En vérité, dit-il, voilà deux grands misérables. Quel malheur que ce ne soit pas véritablement le père et le fils. Puis, après un instant de sombre réflexion, « Allons chez les Morel, dit-il. Je crois que le dégoût m'écœure encore plus que la haine. » Chapitre 58. L'enclos à la luzerne. Il faut que nos lecteurs nous permettent de les ramener à cet enclos qui confine à la maison de M. de Villefort. Et derrière la grille, envahie par des marronniers, nous retrouverons des personnages de notre connaissance. Cette fois, Maximilien est arrivé le premier. C'est lui qui a collé son œil contre la cloison et qui guette dans le jardin profond une ombre entre les arbres et le craquement d'un brodequin de soie sur le sable des allées. Enfin, le craquement tant désiré se fit entendre, et au lieu d'une ombre, ce furent deux ombres qui se rapprochèrent. Le retard de Valentine avait été occasionné par une visite de Madame Danglars et d'Eugénie, visite qui s'était prolongée au-delà de l'heure où Valentine était attendue. Alors, pour ne pas manquer à son rendez-vous, la jeune fille avait proposé à Mademoiselle Danglars une promenade au jardin, voulant montrer à Maximilien qu'il n'y avait point de sa faute dans le retard, dont sans doute il souffrait. Le jeune homme comprit tout avec cette rapidité d'intuition particulière aux amants, et son cœur fut soulagé. D'ailleurs, sans arriver à la portée de la voix, Valentine dirigea sa promenade de manière à ce que Maximilien pût la voir passer et repasser, et chaque fois qu'elle passait et repassait, un regard inaperçu de sa compagne,
mais jeté de l'autre côté de la grille et recueilli par le jeune homme, lui disait « Prenez patience, ami, vous voyez qu'il n'y a point de ma faute. » Et Maximilien, en effet, prenait patience, tout en admirant ce contraste entre les deux jeunes filles, entre cette blonde aux yeux languissants et à la taille inclinée comme un beau saule, et cette brune aux yeux fiers et à la taille droite comme un peuplier. Puis, il va sans dire que dans cette comparaison entre deux natures si opposées, tout l'avantage, dans le cœur du jeune homme du moins, était pour Valentine. Au bout d'une demi-heure de promenade, les deux jeunes filles s'éloignèrent. Maximilien comprit que le terme de la visite de Madame Danglars était arrivé. En effet, un instant après, Valentine reparut seule. De crainte qu'un regard indiscret ne suivît son retour, elle venait lentement, et au lieu de s'avancer directement vers la grille, elle alla s'asseoir sur un banc, après avoir sans affectation interrogé chaque touffe de feuillage et plongé son regard dans le fond de toutes les allées. Ces précautions prises, elle courut à la grille. « Bonjour, Valentine, dit une voix. « Bonjour, Maximilien. Je vous ai fait attendre. Mais vous avez vu la cause ? » ?»« Oui, j'ai reconnu mademoiselle Danglars. Je ne vous croyais pas si lié avec cette jeune personne. »« Qui vous a donc dit que nous étions liés, Maximilien ? » ?»« Personne, mais il m'a semblé que cela ressortait de la façon dont vous vous donniez le bras, de la façon dont vous causiez. On eût dit deux compagnes de pension se faisant leur confidence. »« Nous nous faisions nos confidences, en effet, » dit Valentine. « Elle m'avouait sa répugnance pour un mariage avec M. de Morcerf, et moi, je lui avouai de mon côté que je regrettais comme un malheur d'épouser M. d'Épinay. Chère Valentine, voilà pourquoi, mon ami, continua la jeune fille, vous avez vu cette apparence d'abandon entre moi et Eugénie. C'est que tout en parlant de l'homme que je ne puis aimer, je pensais à l'homme que j'aime. Que vous êtes bonne en toutes choses, Valentine, que vous avez en vous une chose que mademoiselle Danglars n'aura jamais. C'est ce charme indéfini qui est à la femme ce que le parfum est à la fleur, ce que la saveur est au fruit. Car ce n'est pas le tout pour une fleur que d'être belle, ce n'est pas le tout pour un fruit que d'être beau. C'est votre amour qui vous fait voir les choses ainsi, Maximilien. Non, Valentine, je vous jure. Regardez toutes deux tout à l'heure, et sur mon honneur, tout en rendant justice à la beauté de mademoiselle Danglars, je ne comprenais pas qu'un homme devint amoureux d'elle. C'est que, comme vous le disiez, Maximilien, j'étais là, et que ma présence vous rendait injuste. Non, mais dites-moi, une question de simple curiosité, et qui émane de certaines idées que je me suis faites sur mademoiselle Danglars. Oh, bien injuste, sans que je sache lesquelles certainement. Quand vous nous jugez, nous autres pauvres femmes, nous ne devons pas nous attendre à l'indulgence. Avec cela, qu'entre vous, vous êtes bien justes les unes envers les autres. Parce que, presque toujours, il y a de la passion dans nos jugements. Mais revenez à votre question. Est-ce parce que mademoiselle Danglars aime quelqu'un qu'elle redoute son mariage avec M. de Morcerf ? Maximilien, je vous ai dit que je n'étais pas l'ami d'Eugénie. Eh, mon Dieu, dit Morel, sans être ami, les jeunes filles se font des confidences. Convenez que vous lui avez fait quelques questions là-dessus. Ah, je vous vois sourire. S'il en est ainsi, Maximilien, ce n'est pas la peine que nous ayons entre nous cette cloison de planches. Voyons, que vous a-t-elle dit ? Elle m'a dit qu'elle n'aimait personne, dit Valentine, qu'elle avait le mariage en horreur, que sa plus grande joie eût été de mener une vie libre et indépendante, et qu'elle désirait presque que son père perdît sa fortune pour se faire artiste, comme son amie, mademoiselle Louise d'Armilly. Ah, vous voyez ? Eh bien, qu'est-ce que cela prouve ? Demanda Valentine. Rien, répondit en souriant Maximilien. Alors, dit Valentine, pourquoi souriez-vous à votre tour ? Ah, dit Maximilien, vous voyez bien que vous aussi, vous regardez, Valentine. Voulez-vous que je m'éloigne ? Oh non, 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 pas. Mais revenons à vous. Ah, oui, c'est vrai, car à peine avons-nous 10 minutes à passer ensemble. Mon Dieu, s'écria Maximilien consterné. Oui, Maximilien, vous avez raison, dit avec mélancolie Valentine. Vous avez là une pauvre amie. Quelle existence je vous fais passer. Pauvre Maximilien. Vous si bien fait pour être heureux. Je me le reproche amèrement, croyez-moi. Eh bien, que vous importe, Valentine ?
si je me trouve heureux ainsi, si cette attente éternelle me semble payée à moi, par 5 minutes de votre vue, par 2 mots de votre bouche, et par cette conviction profonde, éternelle, que Dieu n'a pas créé 2 cœurs aussi en harmonie que les nôtres et ne les a pas presque miraculeusement réunis, surtout pour les séparer. Bon, merci. Espérez pour nous deux, Maximilien. Cela me rend à moitié heureuse. Que vous arrive-t-il donc, Valentine, que vous me quittiez si vite? Je ne sais. Madame de Villefort m'a fait prier de passer chez elle pour une communication de laquelle dépend, m'a-t-elle fait dire, une portion de ma fortune. Eh mon Dieu, qu'il la prenne, ma fortune, je suis trop riche, et qu'après me l'avoir prise, il me laisse tranquille et libre. Vous m'aimerez tout autant pauvre, n'est-ce pas, Morel? Oh, je vous aimerai toujours, moi. Que m'importe richesse ou pauvreté, si ma Valentine était près de moi et que je fus sûr que personne ne me l'a pu ôter. Mais cette communication, Valentine, ne craignez-vous point que ce ne soit quelque nouvelle relative à votre mariage? Je ne le crois pas. Cependant, écoutez-moi, Valentine, et ne vous effrayez pas, car tant que je vivrai, vous ne serez pas à un autre. Vous croyez me rassurer en disant cela, Maximilien? Pardon, vous avez raison, je suis un brutal. Eh bien, je voulais donc vous dire que l'autre jour, j'ai rencontré M. de Morcerf. Eh bien, M. Franz est son ami, comme vous savez. Oui, eh bien, il a reçu une lettre de Franz qui lui annonce son prochain retour. Valentine pâlit et appuya sa main contre la grille. « Ah mon Dieu !» dit-elle, « si c'était cela !»« Mais non, la communication ne viendrait pas de Madame de Villefort. Pourquoi cela? Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais il me semble que Madame de Villefort, tout en ne s'y opposant point franchement, n'est pas sympathique à ce mariage. Eh bien, mais Valentine, il me semble que je vais l'adorer, Madame de Villefort. Oh, ne vous pressez pas, Maximilien, dit Valentine avec un triste sourire. Enfin, si elle est antipathique à ce mariage, ne fût-ce que pour le rompre, peut-être ouvrirait-elle l'oreille à quelque autre proposition? Ne croyez point cela, Maximilien. Ce ne sont point les maris que Madame de Villefort repousse. C'est le mariage. Comment, le mariage? Si elle déteste si fort le mariage, pourquoi s'est-elle mariée elle-même? Vous ne comprenez pas, Maximilien. Ainsi, lorsqu'il y a 1 an, j'ai parlé de me retirer dans un couvent, elle avait, malgré les observations qu'elle avait cru devoir faire, adopté ma proposition avec joie. Mon père même y avait consenti, à son instigation, j'en suis sûr. Il n'y eut que mon pauvre grand-père qui m'a retenu. Vous ne pouvez vous figurer, Maximilien, quelle expression il a dans les yeux, ce pauvre vieillard, qui n'aime que moi au monde, et qui, Dieu me pardonne si c'est un blasphème, et qui n'est aimé au monde que de moi. Si vous saviez, quand il a appris ma résolution, comme il m'a regardé, ce qu'il y avait de reproche dans ce regard, et de désespoir dans ses larmes qui roulaient sans plainte, sans soupir, le long de ses joues immobiles. Ah, Maximilien, j'ai éprouvé quelque chose comme un remords. Je me suis jeté à ses pieds en lui criant « Pardon, pardon, mon père! On fera de moi ce qu'on voudra, mais je ne vous quitterai jamais. » Alors il leva les yeux au ciel. « Maximilien, je puis souffrir beaucoup. Ce regard de mon vieux grand-père m'a payé d'avance pour ce que je souffrirai. Chère Valentine, vous êtes un ange, et je ne sais vraiment pas comment j'ai mérité en sabrant à droite et à gauche des bédouins, à moins que Dieu n'ait considéré que ce sont des infidèles. Je ne sais pas comment j'ai mérité que vous vous révéliez à moi. Mais enfin, voyons, Valentine, quel est donc l'intérêt de Madame de Villefort à ce que vous ne vous mariez pas? N'avez-vous pas entendu tout à l'heure que je vous disais que j'étais riche, Maximilien? Trop riche. J'ai du chef de ma mère près de 50 000 livres de rente. Mon grand-père et ma grand-mère, le marquis et la marquise de Saint-Méran, doivent m'en laisser autant. Monsieur Noirtier a bien visiblement l'intention de me faire sa seule héritière. Il en résulte donc que, comparativement à moi, mon frère Édouard, qui n'attend du côté de Madame Villefort aucune fortune, est pauvre. Or, Madame de Villefort aime cet enfant avec adoration. Et si je fusse entré en religion, toute ma fortune,
concentré sur mon père, qui héritait du marquis, de la marquise et de moi, revenait à son fils. Oh, que c'est étrange, cette cupidité dans une jeune et belle femme. Remarquez que ce n'est point pour elle, Maximilien, mais pour son fils, et que ce que vous lui reprochez comme un défaut, au point de vue de l'amour maternel, est presque une vertu. Mais voyons, Valentine, dit Morrel, si vous abandonniez une portion de cette fortune à ce fils. Le moyen de faire une pareille proposition, dit Valentine, et surtout à une femme qui a sans cesse à la bouche le mot de désintéressement. Valentine, mon amour m'est toujours resté sacré, et comme toute chose sacrée, je l'ai couvert du voile de mon respect et enfermé dans mon cœur. Personne au monde, pas même ma sœur, ne se doute donc de cet amour que je n'ai confié à qui que ce soit au monde. Valentine, me permettez-vous de parler de cet amour à un ami? Valentine tressaillit. Un ami? dit-elle. Oh mon Dieu, Maximilien, je frissonne, rien qu'à vous entendre parler ainsi. Un ami? Et qui donc est cet ami? Écoutez, Valentine, avez-vous jamais senti pour quelqu'un une de ces sympathies irrésistibles qui font que, tout en voyant cette personne pour la première fois, vous croyez la connaître depuis longtemps, et vous vous demandez où et quand vous l'avez vue, si bien que ne pouvant vous rappeler ni le lieu ni le temps, vous arrivez à croire que c'est dans un monde antérieur au nôtre, et que cette sympathie n'est qu'un souvenir qui se réveille. Oui? Eh bien, voilà ce que j'ai éprouvé la première fois que j'ai vu cet homme extraordinaire. Un homme extraordinaire? Oui, que vous connaissez depuis longtemps alors. Depuis 8 à 10 jours à peine. Et vous appelez votre ami un homme que vous connaissez depuis 8 jours? Oh Maximilien, je vous croyais plus avare de ce beau nom d'ami. Vous avez raison en logique, Valentine. Mais dites ce que vous voudrez. Rien ne me fera revenir sur ce sentiment instinctif. Je crois que cet homme sera mêlé à tout ce qui m'arrivera de bien dans l'avenir, que parfois son regard profond semble connaître et sa main puissante diriger. C'est donc un devin, dit en souriant Valentine. Ma foi, dit Maximilien, je suis tenté de croire souvent qu'il devine. Le bien surtout. Oh, dit Valentine tristement, faites-moi connaître cet homme, Maximilien, que je sache de lui si je serai assez aimé pour me dédommager de tout ce que j'ai souffert. Pauvre ami, mais vous le connaissez. Moi? Oui, c'est celui qui a sauvé la vie à votre belle-mère et à son fils, le comte de Monte Cristo, lui-même. Oh, s'écria Valentine, il ne peut jamais être mon ami, il est trop celui de ma belle-mère. Le comte? L'ami de votre belle-mère, Valentine. Mon instinct ne faillirait pas à ce point. Je suis sûr que vous vous trompez. Oh, si vous saviez, Maximilien. Mais ce n'est plus Édouard qui règne à la maison, c'est le comte. Recherchez de Madame de Villefort, qui voit en lui le résumé des connaissances humaines. Admirez, entendez-vous, admirez de mon père, qui dit n'avoir jamais entendu formuler avec plus d'éloquence des idées plus élevées. Idolâtrez d'Édouard, qui malgré sa peur des grands yeux noirs du comte, court à lui aussitôt qu'il le voit arriver, et lui ouvre la main, où il trouve toujours quelque joie admirable. Monsieur le comte de Monte Cristo n'est pas ici chez mon père. Monsieur de Monte Cristo n'est pas ici chez Madame de Villefort. Monsieur de Monte Cristo est chez lui. Eh bien, chère Valentine, si les choses sont ainsi que vous le dites, vous devez déjà ressentir, ou vous ressentirez bientôt les effets de sa présence. Il rencontre Albert de Morcerf en Italie. C'est pour le tirer des mains des brigands. Il aperçoit Madame Danglars. C'est pour lui faire un cadeau royal. Votre belle-mère et votre frère passent devant sa porte. C'est pour que son nu-bien leur sauve la vie. Cet homme a évidemment reçu le pouvoir d'influer sur les choses. Je n'ai jamais vu des goûts plus simples, alliés à une plus haute magnificence. Son sourire est si doux, quand il me l'adresse, que j'oublie combien les autres trouvent son sourire amer. Oh, dites-moi, Valentine, vous a-t-il souri ainsi? S'il l'a fait, vous serez heureuse. Moi? dit la jeune fille. Oh, mon Dieu! Maximilien, il me regarde à peine. Ou plutôt, si je passe par hasard, il détourne la vue de moi. Oh, il n'est pas généreux, allez. Ou il n'a pas ce regard profond qui lit au fond des cœurs, et que vous lui supposez à tort. Car s'il eût été généreux,
me voyant seul et triste au milieu de toute cette maison. Il m'eût protégé de cette influence qu'il exerce. Et puisqu'il joue à ce que vous prétendez le rôle de soleil, il eût réchauffé mon cœur à l'un de ses rayons. Vous dites qu'il vous aime, Maximilien. Et, mon Dieu, qu'en savez-vous? Les hommes font gracieux visage à un grand officier de 5 pieds 6 pouces comme vous, qui a une longue moustache et un grand sabre. Mais il croit pouvoir écraser sans crainte une pauvre fille qui pleure. Oh, Valentine, vous vous trompez, je vous jure. S'il en était autrement, voyons, Maximilien, s'il me traitait diplomatiquement, c'est-à-dire en homme qui, d'une façon ou de l'autre, veut s'impatroniser dans la maison, il m'eût, ne fût-ce qu'une seule fois, honoré de ce sourire que vous me vantez si fort. Mais non, il m'a vue malheureuse. Il comprend que je ne puis lui être bonne à rien, et il ne fait pas même attention à moi. Qui sait même si, pour faire sa cour à mon père, à madame de Villefort ou à mon frère, il ne me persécutera point aussi en tant qu'il sera en son pouvoir de le faire. Voyons, franchement, Maximilien, je ne suis pas une femme que l'on doive mépriser ainsi sans raison. Vous me l'avez dit. Ah, pardonnez-moi, continua la jeune fille en voyant l'expression que ces paroles produisaient sur Maximilien. Je suis mauvaise, et je vous dis là sur cet homme des choses que je ne savais pas même avoir dans le cœur. Tenez, je ne nie pas que cette influence dont vous me parlez existe, et qu'il ne l'exerce même sur moi. Mais s'il l'exerce, c'est d'une manière nuisible et corruptrice, comme vous le voyez, de bonne pensée. C'est bien, Valentine, dit Morel avec un soupir. N'en parlons plus. Je ne lui dirai rien. Hélas, mon ami, dit Valentine, je vous afflige, je le vois. Oh, que ne puis-je vous serrer la main pour vous demander pardon? Mais enfin, je ne demande pas mieux que d'être convaincu. Qu'a donc fait pour vous ce comte de Monte Cristo? Vous m'embarrassez fort, je l'avoue, Valentine, en me demandant ce que le comte a fait pour moi. Rien d'ostensible, je le sais bien. Aussi, comme je vous l'ai déjà dit, mon affection pour lui est-elle tout instinctive et n'a-t-elle rien de raisonné? Est-ce que le soleil m'a fait quelque chose? Non. Il me réchauffe, et à sa lumière je vous vois. Voilà tout. Est-ce que tel ou tel parfum a fait quelque chose pour moi? Non. Son odeur recrée agréablement un de mes sens. Je n'ai pas autre chose à dire quand on me demande pourquoi je vante ce parfum. Mon amitié pour lui est étrange, comme la sienne pour moi. Une voix secrète m'avertit qu'il y a plus que le hasard dans cette amitié imprévue et réciproque. Je trouve de la corrélation jusque dans ses plus simples actions, jusque dans ses plus secrètes pensées, entre mes actions et mes pensées. Vous allez encore rire de moi, Valentine, mais depuis que je connais cet homme, l'idée absurde m'est venue que tout ce qui m'arrive de bien émane de lui. Cependant, j'ai vécu 30 ans sans avoir eu besoin de ce protecteur, n'est-ce pas? N'importe, tenez, un exemple. Il m'a invité à dîner pour samedi. C'est naturel au point où nous en sommes, n'est-ce pas? Eh bien, qu'ai-je su depuis? Votre père est invité à ce dîner. Votre mère y viendra. Je me rencontrerai avec eux. Et qui sait ce qui résultera dans l'avenir de cette entrevue? Voilà des circonstances fort simples en apparence. Cependant, moi, je vois là-dedans quelque chose qui m'étonne. J'y puise une confiance étrange. Je me dis que le comte, cet homme singulier qui devine tout, a voulu me faire trouver avec monsieur et madame de Villefort. Et quelquefois je cherche, je vous le jure, à lire dans les yeux s'il a deviné mon amour. Mon bon ami, dit Valentine, je vous prendrais pour un visionnaire, et j'aurais véritablement peur pour votre bon sens, si je n'écoutais de vous que de semblables paroles. Quoi? Vous voyez autre chose que du hasard dans cette rencontre? En vérité, réfléchissez donc. Mon père, qui ne sort jamais, a été sur le point 10 fois de refuser cette invitation à madame de Villefort, qui au contraire brûle du désir de voir chez lui ce nabab extraordinaire. Et c'est à grand-peine qu'elle a obtenu qu'il l'accompagnerait. Non, croyez-moi, je n'ai, à part vous, Maximilien, d'autres secours à demander dans ce monde qu'à mon grand-père, un cadavre, d'autre appui à chercher que dans ma pauvre mère, une ombre. Je sens que vous avez raison, Valentine, et que la logique est pour vous, dit Maximilien. Mais votre douce voix, toujours si puissante sur moi, aujourd'hui ne me convainc pas.
Ni la vôtre non plus, dit Valentine. Et j'avoue que si vous n'avez pas d'autre exemple à me citer, j'en ai un, dit Maximilien en hésitant. Mais en vérité, Valentine, je suis forcé de l'avouer moi-même, il est encore plus absurde que le premier. Tant pis, dit en souriant Valentine. Et cependant, continua Morel, il n'en est pas moins concluant pour moi, homme tout d'inspiration et de sentiment, et qui est quelquefois depuis 10 ans que je sers, dû la vie à un de ces éclairs intérieurs qui vous disent un moment en avant ou en arrière, pour que la balle qui devait vous tuer passe à côté de vous. Cher Maximilien, pourquoi ne pas faire honneur à mes prières de cette déviation des balles? Quand vous êtes là-bas, ce n'est plus pour moi que je prie Dieu et ma mère, c'est pour vous. Oui, depuis que je vous connais, dit en souriant Morel, mais avant que je vous connusse, Valentine. Voyons, puisque vous ne voulez rien me devoir, méchant, revenez donc à cet exemple que vous-même avouez être absurde. Eh bien, regardez par les planches, et voyez là-bas, à cet arbre, le cheval nouveau avec lequel je suis venu. Oh, l'admirable bête! S'écria Valentine. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené près de la grille? Je lui eusse parlé, et il m'eût entendu. C'est en effet, comme vous le voyez, une bête d'un assez grand prix, dit Maximilien. Et pourtant, vous savez que ma fortune est bornée, Valentine, et que je suis ce qu'on appelle un homme raisonnable. Eh bien, j'ai vu chez un marchand de chevaux ce magnifique Médéa. Je le nomme ainsi. Je demandai quel était son prix. On me répondit 4500 francs. Je dus m'abstenir, comme vous le comprenez bien, de le trouver beau plus longtemps, et je partis. Je l'avoue, le cœur assez gros, car le cheval m'avait tendrement regardé, m'avait caressé avec sa tête et avait caracolé sous moi de la façon la plus coquette et la plus charmante. Le même soir, j'avais quelques amis à la maison, monsieur de Château-Renaud, monsieur Debray, et 5 ou 6 autres mauvais sujets que vous avez le bonheur de ne pas connaître, même de nom. On proposa une bouillotte. Je ne joue jamais, car je ne suis pas assez riche pour pouvoir perdre, ni assez pauvre pour désirer gagner. Mais j'étais chez moi, vous comprenez, je n'avais autre chose à faire que d'envoyer chercher des cartes, et c'est ce que je fis. Comme on se mettait à table, monsieur de Monte Cristo arriva. Il prit sa place, on joua, et moi, je gagnai. J'ose à peine vous avouer cela, Valentine. Je gagnai 5000 francs. Nous nous quittâmes à minuit. Je n'y pus tenir. Je pris un cabriolet et me fis conduire chez mon marchand de chevaux. Tout palpitant, tout fiévreux, je sonnai. Celui qui vint m'ouvrir dut me prendre pour un fou. Je m'élançai de l'autre côté de la porte, à peine ouverte. J'entrai dans l'écurie. Je regardai au râtelier. Oh, bonheur! Médéa grignotait son foin. Je saute sur une selle. Je la lui applique moi-même sur le dos. Je lui passe la bride. Médéa se prête de la meilleure grâce du monde à cette opération. Puis, déposant les 4500 francs entre les mains du marchand stupéfait, je reviens, ou plutôt je passe la nuit à me promener dans les Champs-Élysées. Eh bien, j'ai vu de la lumière à la fenêtre du comte. Il m'a semblé apercevoir son ombre derrière les rideaux. Maintenant, Valentine, je jurerai que le comte a su que je désirais ce cheval, et qu'il a perdu exprès pour me le faire gagner. Mon cher Maximilien, dit Valentine, vous êtes trop fantastique en vérité. Vous ne m'aimerez pas longtemps. Un homme qui fait ainsi de la poésie ne saurait s'étioler à plaisir dans une passion monotone comme la nôtre. Mais grand Dieu, tenez, on m'appelle. Entendez-vous? Oh, Valentine, dit Maximilien, par le petit jour de la cloison. Votre doigt, le plus petit, que je le baise. Maximilien, nous avions dit que nous serions l'un pour l'autre 2 voix, 2 ombres. Comme il vous plaira, Valentine. Serez-vous heureux si je fais ce que vous voulez? Ah oui. Valentine monta sur un banc et passa, non pas son petit doigt à travers l'ouverture, mais sa main tout entière par-dessus la cloison. Maximilien poussa un cri et, s'élançant à son tour sur la borne, saisit cette main adorée et y appliqua ses lèvres ardentes. Mais aussitôt la petite main glissa entre les siennes et le jeune homme entendit fuir Valentine, effrayé peut-être de la sensation qu'elle venait d'éprouver.